Business Models, l'émission qui donne envie d'entreprendre. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Je veux parler celui de la mobilité et notamment des mobilités douces. Vous le savez, de plus en plus de villes passent au vélo. C'est le sujet de Business Models. Bonjour Asma. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Vélivélo. On va revenir sur votre entreprise dans quelques instants, mais on commence souvent cette émission par une rubrique actualité pour essayer de voir, vous en tant que chef d'entreprise, ce qui a retenu votre attention dans l'actualité de ces dernières semaines. Alors, puisqu'on parle du sujet de la mobilité, je pense que la vraie actualité sur le sujet, c'est la crise qu'on est en train de traverser. Ce contexte très particulier de la crise sanitaire où effectivement il y a eu un réel engouement pour toutes les mobilités douces. Alors quand on dit mobilité douce, c'est assez vaste. Oui, on met quoi dedans? Les trottinettes, les vélos? On met tout ce qui est attrait à une mobilité durable. Donc c'est effectivement des trottinettes, des vélos, les bus au gaz naturel, les voitures électriques. Mais aussi ça touche également tout ce qui est utilisation modérée, mesurée de la voiture, donc ça va être du covoiturage, de la flotte partagée, etc. Donc en effet, vous le dites, un formidable accélérateur de cette crise. Il y a des entreprises comme la vôtre, on va en reparler, qui en profitent, parce que en effet, c'est un déclic. Alors, bon, pour prendre l'exemple de Paris, on était déjà un peu dans cette bascule, mais là, ça a été une accélération avec les fameuses Corona-pistes, c'est-à-dire ces pistes de vélo qui ont vu le jour du jour au lendemain. Exactement. Donc effectivement, déjà Paris, c'était un vrai sujet parce qu'on est dans une ville qui est extrêmement engorgée, dont on a de plus en plus mal à avoir accès. Et effectivement, avec la crise, il y a eu un autre sujet qui était la distanciation sociale. Donc les gens ont du mal à reprendre les transports en commun et il fallait trouver et repenser la mobilité, une mobilité alternative. Et puis il y a eu ces Corona-pistes qui effectivement nous ont beaucoup aidés à avancer sur le sujet parce que les gens se sont trouvés en sécurité à vélo, ce qui était un vrai sujet de panique pour les Parisiens. Bien sûr. Et à tel point que Paris a décidé même à l'horizon 2030 de supprimer beaucoup de moteurs thermiques. Exactement. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle les zones à faible émission. On a de très bons exemples en Europe, surtout dans les pays nordiques. La France se veut être aussi exemplaire sur le sujet. Et à horizon 2030, Paris devrait devenir une zone à faible émission. Alors ça consiste en quoi une zone à faible émission? Une zone à faible émission, c'est une zone où tout ce qui est voiture à carburant, véhicules thermiques n'auront pas accès dans l'hypercentre. Et seulement les véhicules électriques ou à faible émission pourront y avoir accès. Bon, on sent vraiment qu'il y a un engouement fort pour ces nouvelles formes de mobilité. On l'a vu depuis quelques mois avec ces trottinettes qui sont arrivées de façon massive. On le voit avec des entrepreneurs aussi emblématiques que Marc Simoncini qui lance Angel, sa marque de vélo électrique aussi. Vélo électrique, c'est ça aussi la vraie révolution, c'est le mix de ces deux... c'est-à-dire que ça permet de convertir le marché de façon beaucoup plus large. Alors le vélo électrique est surtout venu faciliter et rendre plus simple de mettre des gens sur un vélo. Parce que la première préoccupation, c'est de se dire je vais aller à vélo au travail, je vais arriver, je vais être épuisé, dégoulinant. C'est pas du tout adapté à mon activité. Et le vélo électrique va venir démocratiser le vélo. Où on va dire vous n'avez pas besoin de tant d'efforts physiques, vous n'allez pas arriver complètement HS au travail. Mais est-ce que ça reste du vélo finalement par rapport à un scooter électrique? Ah oui, bien sûr, il y a quand même une activité physique, c'est-à-dire qu'il faut venir accompagner l'effort. Ce n'est pas se mettre sur une mobilette électrique qui avance toute seule, là il y a quand même un effort. Et c'est ce qui plaît aussi aux gens. Il y a une vertu sportive finalement. Tout à fait, à la fois sportif, tout en étant... pas trop sportif pour les plus flemmards. En fait, on peut régler le curseur. Exactement. C'est ça la force. D'autres actualités qui vous ont marqué, peut-être on pourrait parler de lois d'orientation mobilité aussi, qui vont pousser dans le même sens. Ouais, effectivement. Donc, c'est vrai que la mobilité douce jouit d'un contexte et de politiques incitatives qui sont très intéressantes, dont la loi orientation mobilité. C'est une loi qui va venir inciter les employeurs
à mettre à disposition de leurs employés des mobilités alternatives, comme le vélo électrique notamment, ou aussi le covoiturage. Et il va venir mettre en place des mesures fiscales assez favorables pour venir justement décristalliser ou démocratiser la mobilité. Donc on voit à quel point cette crise sanitaire est un formidable accélérateur pour les mobilités douces. Vous n'auriez pas pu en rêver parce que vous avez lancé cette entreprise il y a 2 ans, 3 ans maintenant. Ouais. Même dans vos rêves les plus fous, aucune baguette magique n'aurait pu permettre cette accélération. Complètement. Vélo a été créé effectivement il y a 3 ans. On était assez précurseurs sur le sujet. On a eu beaucoup de mal quand même à imposer un peu notre vision. Et c'est vrai que la crise a été une vraie opportunité pour nous, parce que c'est venu accélérer et effectivement, on n'aurait jamais pu penser avoir un coup d'accélérateur aussi significatif. Alors on va voir tout de suite pourquoi ce marché attire de plus en plus d'entrepreneurs. C'est vrai que la mobilité réinventée s'est formidablement accélérée depuis quelques années. Alors il y a des sociétés emblématiques comme Blablacar, avec le covoiturage par exemple. Il y a toutes ces trottinettes qui ont déferlé, ces trottinettes électriques, les vélos électriques. Qu'est-ce qui suscite ce foisonnement d'innovation et cet intérêt pour les entrepreneurs? Alors j'ai envie de dire, c'est d'abord un marché qui est nouveau. Donc forcément, ça suscite l'intérêt des entrepreneurs. Il y a des parts de marché à conquérir. C'est des parts de marché, c'est une profondeur de marché assez importante parce que le champ des possibles est juste incroyable. Sur cette profondeur de marché, vous l'évaluez, c'est-à-dire que vous dites, est-ce que c'est possible qu'en 2030, finalement, 80% des Parisiens et des Parisiennes mais c'est pas que ça sera possible, vélo. Ça sera une évidence. Avec la mise en place notamment des ZEP, des zones à faible émission, forcément, les Parisiens vont se mettre et les Français se mettront sur un vélo ou emprunteront d'autres mobilités alternatives. Ce qui suscite aussi l'intérêt des entrepreneurs, c'est aussi les politiques incitatives. Où là, effectivement, on va voir un foisonnement d'idées sur des mobilités émergentes, les VTC, les trottinettes, les vélos, le covoiturage, les flottes partagées. Tout ça fait effectivement que ça attire l'attention des entrepreneurs. Et est-ce que l'accès au marché, la barrière à l'entrée, comme on dit, est de plus en plus facile? C'est de plus en plus facile finalement de concevoir, de produire, de fabriquer soit un vélo, soit une trottinette électrique? De prime abord, on pourrait dire qu'effectivement, le coût d'entrée sur le marché est faible, parce qu'on peut devenir revendeur, magasin, loueur. Effectivement, on peut se dire que le coût d'entrée est faible. Néanmoins, si on veut avoir une vision long-termiste, il faut quand même proposer quelque chose qui soit innovant et penser la mobilité as a service, donc au-delà que juste d'un véhicule. C'est là où je pense qu'il y aura une différenciation entre les différents acteurs et les entrepreneurs qui se mettent sur le marché. Vous êtes hébergé à Station F, cette formidable pépinière qui a été lancée par Xavier Niel. Donc beaucoup d'entreprises, vous en voyez beaucoup dans ce secteur de la mobilité, j'imagine? Alors, il y en a de plus en plus. Pas autant qu'on le pense. Alors effectivement, on a beaucoup de startups qui sont dans la tech. Voilà, ce qui est un peu industriel et un peu mobilité douce, ça arrive doucement, mais ça arrive effectivement, et puis c'est assez encourageant. Je vois pas mal de mes confrères arriver à Station F pour venir accélérer leur croissance. Oui. Et oui, effectivement, ça commence à devenir un secteur à part entière. Et beaucoup sur le marché B2C, c'est-à-dire grand public. Et est-ce qu'il y en a aussi, comme vous, on va en parler dans quelques instants, sur le marché B2B qui se lancent dans cette aventure? Sur le marché B2B, encore peu, trop peu à mon sens, malheureusement. C'est un marché qu'il faut quand même adresser et savoir l'adresser. Alors je pense qu'on est peu nombreux parce qu'effectivement, le coût d'entrée est plus élevé. Venir adresser un vélo pour un particulier, on connaît les vélos pour les particuliers dans toutes leurs différentes versions, du vélo urbain, du vélo tout-terrain, du vélo tout-chemin, etc. Donc, effectivement, on a une offre qui existe. L'offre B2B, elle est un peu différente parce qu'au-delà d'un produit, il faut pouvoir offrir un service. Et c'est ça qui va parler aux entreprises. Et c'est ça qui va pouvoir fonctionner dans du B2B. Et c'est ça que vous faites chez Vélo. On va justement découvrir votre offre.
Alors comment est né Vélivélo, Asma? Racontez-nous le déclic. Alors Vélivélo est né il y a 3 ans. Vélivélo est né d'un besoin terrain et d'un constat terrain. C'est celui de concevoir un véhicule qui soit approprié pour la livraison du dernier kilomètre. L'aventure a commencé il y a 3 ans avec mes 2 cofondateurs, 2 anciens restaurateurs. Restaurateurs avec livraison de repas à domicile, qui livraient avec des scooters thermiques, qui est le véhicule le plus communément utilisé aujourd'hui. C'était le traditionnel livreur de pizza ou autre qui sillonnait les rues de Paris ou d'ailleurs. Tout à fait. Et ils se sont rendus compte à un moment donné que ce véhicule n'était pas approprié pour leur activité parce qu'il est extrêmement coûteux, accidentogène, de moins en moins performant, parce que comme vous le dites, on parle des coronapistes, mais il y a aussi historiquement des pistes cyclables, les voies de bus, les rues limitées à 30 km/h qu'on peut emprunter dans le sens inverse, qui fait que le vélo aujourd'hui est plus rapide qu'un... C'est-à-dire que de point à point, finalement, c'est imbattable. Tout à fait. La moyenne pour un scooter ou un véhicule thermique est de 15 km/h versus 18 km/h pour un vélo électrique. Donc clairement, on gagne pas mal de temps. 3 km/h. Voilà. Ça permet d'avoir une satisfaction client, parce qu'on arrive à livrer les gens dans les temps et à répéter l'acte d'achat. Donc ça coche toutes les cases et vous êtes dit, tiens, il y a un vrai marché à conquérir. C'est ça, on s'est dit, il y a un vrai marché à conquérir, parce qu'on a utilisé les vélos électriques et aucun ne répondait aux exigences du métier. Parce que contrairement, il a fallu réinventer le vélo. Exactement, il a fallu réinventer le vélo, parce que nos a priori, c'est de dire, on peut utiliser n'importe quel vélo pour la livraison du dernier kilomètre, ce qui n'est pas vrai. Un vélo pour un professionnel doit avoir des caractéristiques que n'ont pas des vélos pour les particuliers. La robustesse, on imagine. Alors, robustesse et légèreté. Donc, il faut trouver un alliage pour qu'il soit à la fois léger et à la fois robuste. Le nerf de la guerre, c'est l'autonomie de batterie, parce qu'on ne peut pas dire à un coursier, bout de 2 heures, c'est toi qui pédales. Il n'y a plus de batterie, il va falloir trouver un autre moyen pour livrer. Donc il faut une forte autonomie de batterie. Il faut que le véhicule soit confortable, parce que c'est leur outil de travail, donc des selles et des poignées ergonomiques. Et puis surtout, ce que nous, on y a consacré beaucoup de R&D, c'est une maintenance facilitée, pour réduire le temps de mobilisation. C'est-à-dire que, autant vous, je peux vous dire, votre vélo est en panne, vous pouvez emprunter les transports en commun pour vous rendre à votre travail. Un coursier, c'est inimaginable de lui dire qu'on va le priver de son véhicule. Et donc il a fallu tout redessiner, tout réinventer, expérimenter, bricoler. On a beaucoup bricolé, on a beaucoup fait au début un assemblage de pièces détachées, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, là, au sens propre du terme. On a relevé nos manches, on s'y est tous mis, on a pris telle pièce détachée de tel vélo, telle autre pièce détachée d'un autre vélo. On a surtout éliminé tout ce qui est câble non nécessaire. Donc c'est un vélo qui a suffisamment techno, mais pas trop. Moi, j'aime bien dire, c'est un peu la Dacia de l'utilitaire. D'accord. Et après, il a fallu le fabriquer, faire fabriquer. Ça, c'est pas vous. Vous n'avez pas d'usine encore comme Tesla. Non, tout à fait. On n'a pas d'usine. Ce qu'on a, c'est un cahier des charges qu'on a monté pendant 2 ans, qu'on a affiné pour qu'il réponde au plus proche des exigences du métier, que l'on adresse aux constructeurs. Et puis, ils cochent ou ils ne cochent pas les cases. Et puis maintenant, on source nous-mêmes notre vélo. Donc, on a monté le vélo, Made by Vélivélo, qui s'appelle le Spike, qui répond à toutes les exigences du métier. J'imagine qu'il est fabriqué en Chine. Tout à fait. Et là, la crise sanitaire a eu peut-être un impact un peu moins favorable pour vous. Là, c'est très compliqué, effectivement, en termes d'approvisionnement, parce que les couloirs aériens ne sont pas dédiés à l'importation de ce type de biens. Mais on espère que ça va bientôt se... Combien de vélos en circulation à l'heure actuelle? Alors, notre flotte aujourd'hui, elle est de 600 vélos placés chez nos clients, de différentes typologies. Oui, parce qu'en fait, vous avez décliné ça par métier en exactement. plus. Exactement. En fait, on s'est dit, l'applicatif le plus difficile, c'est la restauration. Pourquoi? Parce qu'il y a des exigences de délai, il faut que le repas arrive chaud, etc. Donc, il y a beaucoup plus de contraintes dans la restauration. Puis une fois qu'on a résolu les problématiques liées à la restauration, le champ des possibles était juste incroyable. Donc on va adresser des artisans qui ont besoin de se déplacer en zone urbaine. Et donc à chaque fois des variantes de modèles. Exactement. En fait, on est en quelque sorte... C'est les accessoires. Enfin, j'imagine que le tronc commun, non? Alors, c'est pas tant les accessoires, mais plus des particularités, des spécificités à chaque métier. Par exemple, on va pouvoir dire, pour une infirmière libérale qui va faire ses tournées dans une zone très réduite,
on va peut-être préférer, j'ai une bêtise, un disque, des freins à disque. Ou on va peut-être préférer des freins hydrauliques. On va préférer des trains à tambour. En fait, on va être un peu un bureau d'études. On va venir adapter le vélo à chaque usage. Et alors, cette émission s'appelle Business Model, pas pour rien. C'est aussi parce qu'on s'intéresse à la façon de gagner de l'argent. Ouais. Et c'est là où vous avez aussi trouvé un modèle intéressant, je trouve. Et vous le disiez, pour le marché B2B des entreprises, il faut apporter un service supplémentaire. Et donc, vous ne vendez pas ces vélos, mais vous les louez. Exactement. En fait, on est parti de la réflexion de se dire, on a le bon produit, il faut qu'on trouve maintenant la bonne formule. Et puis, on s'est surtout dit que c'est un service pensé par des livreurs pour des livreurs, pensé par des professionnels pour les professionnels. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'on nous propose, qu'on ne nous a pas proposé. Donc, on propose effectivement des formules sur mesure, où il y a la location du vélo, l'assurance Volcas, la maintenance, le vélo de courtoisie en cas de panne, et une application de gestion des incidents. Et vous avez même pensé à l'après, hein, la seconde vie du vélo. Exactement. En fait, la démarche éco-responsable est un peu notre ADN. Donc l'idée de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ces vélos une fois qu'ils ont fait leurs 2 ans Du coup, on les reprend, on les reconditionne. Donc on change tout ce qui a changé. Et puis on les remet sur le circuit de la location. On va adresser un marché un peu différent qui est le marché des auto-entrepreneurs, où là, effectivement, c'est une autre particularité. On va être dans la location plus courte durée que longue durée. Mais effectivement, on essaye de redonner une seconde vie à nos vélos, de telle sorte à leur donner une durée de vie la plus longue possible. Alors, on est sur une chaîne panafricaine, Télé Sud, hein, même si elle a une vocation internationale. Mais c'est aussi un marché qui vous intéresse, l'Afrique. Exactement. En fait, on a pensé au marché de l'Afrique parce que notamment les pays nord-africains, dont le Maroc, sont très précurseurs sur les sujets écologiques, développement durable. Néanmoins, ce sont des pays qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour ce type de mobilité alternative. Et on s'est dit, pourquoi pas leur offrir nos vélos, une fois reconditionnés. Et du coup, on va venir mettre nos vélos dans ces marchés. Donc une troisième vie, finalement. Exactement. Ça donne envie aussi à des particuliers, j'imagine. Il n'y en a pas qui viennent taper à votre porte. Ah, il y en a beaucoup. Et là, vous leur dites quoi? Alors, on ne se refuse pas de les équiper. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez le Véligo. Ouais, Véligo, c'est un vélo en location chez les particuliers. La durée de location est de 6 mois et c'est pour faire découvrir aux Parisiens la pratique du vélo. Sauf qu'au bout de 6 mois, ce vélo leur est retiré. Et ils essayent de trouver d'autres alternatives. Donc, ils viennent et on vient souvent nous voir parce qu'effectivement, on a cette casquette d'être loueur de vélo. C'est bien, des marchés insoupçonnés finalement qui s'offrent à vous. On va parler maintenant de vous, hein, Asma, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est assez rare pour être souligné là, et d'avoir le plaisir d'accueillir des jeunes femmes qui entreprennent et bousculent finalement les codes du business. Alors Asma, en effet, trop peu de femmes entreprennent. Vous êtes un contre-exemple merveilleux. Comment est-ce que vous êtes arrivée à entreprendre? J'étais absolument pas destinée à entreprendre. Je suis une ancienne auditrice financière. J'ai passé le début de ma carrière dans un grand cabinet d'audit EY, qui était une excellente école. Donc très loin finalement presque du garage à vélo. Complètement, très loin du garage à vélo. Néanmoins, avec une appétence en finance, en business model, en marché. Et effectivement, pendant ma carrière, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs parce que j'avais une spécificité dans tout ce qui est start-up. Donc, c'est un écosystème que je connaissais plutôt bien. Et puis, à force de côtoyer les entrepreneurs, on a envie de devenir entrepreneur et on se dit, j'y vais, je me jette à l'eau. Ça vous a donné envie. Mais alors, c'est vrai que et ils sont tombés dans des clichés. Quand on est une jeune femme dans la finance et se retrouver avec des livreurs et du vélo qu'on identifie plus à un monde finalement de mécaniciens, il y a une marche. Comment est-ce qu'elle s'est franchie? Alors moi, elle s'est faite un peu naturellement parce que j'ai rencontré mes associés qui, eux, ont une expérience terrain et une expérience opérationnelle. Vous étiez amis avant ou c'était une rencontre business? Alors c'est très drôle parce que mon cofondateur et mon mari, qui lui avait cette expérience terrain et il cherchait une compétence plus dans la gestion, le management, la finance.
Et j'ai longuement cherché un projet dans lequel m'investir et je me suis dit, ben, en vrai, le projet est juste devant moi, donc je vais y aller. Bon, en effet, vous entreprenez en famille, donc avec les joies et les difficultés d'être en permanence confronté à la vie en entreprise. On appelle aussi cette émission Business Model, c'est le jeu de mots et c'est le pendant du modèle d'affaires sur les rôles modèles, c'est-à-dire les femmes ou les hommes qui peuvent vous inspirer en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a ? Il y en a beaucoup. Sur le marché français, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont inspirants, qui ont un peu ce rôle de modèle. Vu la particularité de Véli-Vélo, la particularité de l'histoire de Véli-Vélo, l'un des modèles pour moi, c'est Morgane Césalori, qui a été précurseur. Alors expliquez, pour ceux qui ne le connaissent pas et dont je fais partie, expliquez-nous ce qui... Alors, elle a monté une boîte qui s'appelle Cézanne, qui était l'une des premières à faire de la vente de collections en ligne. Et il se trouve que c'est un couple d'entrepreneurs, donc qui me rappelle beaucoup mon cas. Et effectivement, la réussite de Cézanne ne peut être que exemplaire et je suis assez admirative de ce qu'elle a pu accomplir. Ça vous inspire. Et justement, entre la vie que vous aviez en tant qu'auditrice financière et celle actuelle, j'imagine que voilà, il y a des choses qui sont peut-être mieux et inattendues, puis d'autres plus compliquées. Comment est-ce que vous vivez ça ? Alors, c'est complètement différent. On s'attend peut-être à travailler de manière plus modérée, mais ce n'est absolument pas le cas. Alors, quand on est entrepreneur, en général, on ne compte pas ses heures ou ses jours. Exactement, on ne compte pas ses heures, on se lève entrepreneur, on se couche entrepreneur, on rêve entrepreneur. Ouais, on déconnecte assez peu. Hein. Ouais. Et puis, on a surtout des sentiments assez différents pendant la journée. On se réveille, on est très content d'avoir un projet. À midi, on se dit, ça va peut-être pas marcher. Et puis après, on est reboosté. C'est les montagnes russes en permanence. C'est les montagnes russes, c'est extrêmement compliqué. Après, l'avantage, je dirais, d'être entrepreneur, c'est aussi de pouvoir organiser son temps. Je suis maman de 2 petites filles et je suis très heureuse de pouvoir le faire assez facilement, de me dire, je vais consacrer un temps à mes enfants. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'avais pas avant. Et parmi les choses que vous avez découvertes ou les talents finalement que vous ne soupçonniez pas en vous, parce que parfois on se met dans une case, on se dit voilà, est-ce que vous en avez découvert ? Je suis devenue un couteau suisse, donc je suis capable de faire des business plans. De changer une roue de vélo. Ça, je sais faire. Je suis capable de vous donner des particularités d'un vélo et de parler assez technique sur le vélo. Je me suis découvert des appétences de marketing, de communication. En réalité, on fait un peu de tout. Et c'est ce qui fait aussi la magie de l'entrepreneur. C'est qu'il devient un médecin généraliste et il est capable d'aller toucher à différents sujets. Comment vous voyez la suite de l'aventure ? J'ai une vision assez long-termiste. Et je pense que Véli-Vélo est effectivement un vrai potentiel. Parce qu'on est différent, on adresse un marché qui est différent. On est aussi très légitime sur le marché parce qu'on a cette expérience terrain qui nous donne beaucoup d'expertise, je dirais. Et après, j'espère plein de bonnes choses à Véli-Vélo. C'est quoi, c'est l'international, aller dans d'autres villes Alors, déploiement en province. Donc ça, c'est le calendrier de l'année à venir. Déploiement dans les métropoles européennes, l'Afrique, et puis devenir le leader de la supply chain verte. Ouais. De toute façon, le monde se met au vélo, donc il y a un marché énorme qui s'offre à vous. Quand vous vous levez le matin, vous nous disiez, voilà, on peut se réveiller avec une espèce d'enthousiasme, mais vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de se lever en tant qu'entrepreneur ? C'est être challengé, c'est aller à l'aventure parce que, comme vous dites, il y a quelques mois, on a traversé une crise, personne ne s'y attendait, il faut savoir rebondir. On ne sait pas ce que nous attend demain, peut-être autre chose, mais voilà, c'est un peu cette faculté d'être malléable qui est juste incroyable. Et on le disait, on a du mal à débrancher quand on est entrepreneur. On y pense matin, soir, la nuit, vacances comprises. Comment est-ce que vous faites justement, vous, pour vous changer les idées de temps en temps ? Vous allez faire du vélo ? Alors, je fais du vélo, je me déplace à vélo, quasiment qu'à vélo, je dirais.
Et puis je suis un peu sportive et j'aime bien jouer au tennis et ça me permet un peu de déconnecter et de penser à autre chose. Ouais, c'est important aussi à trouver son équilibre. Tout à fait, complètement. Bon, merci beaucoup à Asma de nous avoir donné envie de pédaler davantage. C'est important pour nos poumons et en général pour les villes dans lesquelles on vit. Et en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt votre aventure parce que c'est une belle aventure qui, en effet, prouve que c'est ça les entrepreneurs, s'identifier des nouveaux marchés, trouver des solutions et puis conquérir le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.